La médiathèque Marguerite Yourcenar a l'immense honneur, privilège de recevoir Éric Reinhardt, actuellement lice sur plusieurs prix, Médicis, Renaudot et le Goncourt. On dit d'ailleurs que vous êtes un des favoris. Je vais retracer rapidement votre parcours. Donc vous êtes né à Nancy en 1965, dans une famille de la classe modeste, avec... Moyenne. Pardon. Moyenne. Avec donc des grands-parents ouvriers, un père commercial en informatique et une mère au foyer. Donc vous avez fait une école de commerce avant de vous lancer dans le monde de l'édition. Vous avez d'abord travaillé aux éditions Albin Michel, puis aux éditions d'art Le Floïc, jusqu'en 1991, où vous avez été licencié, mais vous avez profité de ce licenciement pour vous lancer dans l'écriture de votre premier roman, donc, qui a été publié en 1998 chez Stock, et qui s'appelle... Actes Sud, le premier. Ah, le premier, pardon. Bah, je vais vous contredire comme ça. Excusez-moi. Non, vous avez raison. Tout à fait. Donc chez Actes Sud, et qui s'appelle, donc il est là chez Point, en poche, et qui s'appelle Demi-sommeil. Donc ensuite, vous publiez Le moral des ménages en 2002, et Existence en 2004 chez Stock. Voilà. Donc ces trois romans ont tout de suite attiré l'attention du public et des critiques, puisqu'on les perçoit rapidement comme une satire des classes moyennes et du système capitaliste. En 2007, vous publiez donc Cendrillon, qui va là marquer définitivement votre carrière d'écrivain, puisqu'il fait la une de la rentrée littéraire cette année-là, et fait surtout débat. Vous y présentez des histoires qui s'entremêlent autour d'un personnage d'un trader londonien. Et ce thème du système capitaliste, impitoyable, vous allez le mettre en scène 4 ans plus tard dans un autre roman qui s'appelle Le système Victoria. Cette fois-ci, le personnage principal sera une femme, Victoria, qui est une DRH à la fois sans pitié et très humaine. Elle veut dire sulfureuse. Personnage qu'on avait rencontré d'ailleurs auparavant dans votre roman précédent, dans Cendrillon. Donc il y a toujours des allers-retours dans chacun de vos romans, mais on reviendra sur cette question. Voilà. Et puis c'est une histoire d'amour aussi, d'abord. Alors en 2013, vous écrivez votre première pièce de théâtre qui s'appelle Elisabeth ou l'équité, dont le personnage principal est un peu le prolongement encore de Victoria, puisque là aussi c'est une DRH dans le milieu de l'entreprise. Donc cette pièce a été jouée au Théâtre du Rond-Point l'année dernière, avec succès, donc peut-être que certains d'entre vous y ont assisté. Donc vous revenez cette année au roman, alors avec votre 6e roman L'amour et les forêts, que vous publiez chez Gallimard. Donc changement de maison d'édition cette année, et aussi changement de décor, puisque vous laissez de côté l'entreprise et le système financier au profit d'une histoire plus intime qui se passe dans le cercle familial. Donc, et c'est mon premier roman qui ne se passe pas à Paris aussi. C'est vrai, tout à fait. Je suis allé me promener en province, en l'occurrence à Metz. Alors donc ce roman effectivement raconte l'histoire de Bénédicte Ombredal, donc une femme professeure de français à Metz, qui est mariée, qui a 2 enfants et qui est passionnée de littérature. Elle est agrégée de lettres et est passionnée des livres de Monsieur Villiers d'Adam. De Villiers d'Adam, pardon, excusez-moi. Alors cette femme est aussi... Un écrivain un peu oublié, certes, malheureusement. Mais il faut lire Villiers d'Adam. Vous devez avoir ces livres ici, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Alors cette femme, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, est victime de harcèlement conjugal. Et en fait, elle va écrire, alors dans le roman Éric Reinhardt, elle va lui écrire une lettre qui va bouleverser donc l'auteur, qui va décider de la rencontrer.
et elle va lui confier son histoire. Donc, si vous voulez bien, on va commencer. Si vous pouvez nous en dire un peu plus sur la genèse de ce roman, parce que vous avez dit vous êtes inspiré de plusieurs lectrices, en fait, pour écrire plusieurs lettres. Pour écrire. Et d'une rencontre. Oui, voilà. Merci d'être tous aussi nombreux en ce samedi matin, il est tôt. Ça fait très plaisir. Oui, tout est parti d'une lettre que j'ai reçue un jour en 2007, après la publication de mon roman Cendrillon. Il se trouve que ce livre a déclenché beaucoup de réactions de lecteurs qui m'ont écrit pour me dire à quel point ils aimaient le livre et à quel point ils se reconnaissaient dans cet autoportrait que je faisais à travers Cendrillon, parce que c'était une sorte de manifeste existentiel et poétique. J'avais envie, dans ce livre, Nul n'est parfait, de dire qui j'étais. Petite crise de la quarantaine qui faisait que j'étais très angoissé, dans le doute, et j'ai eu vraiment envie de me récapituler d'une certaine façon dans un livre, et d'examiner et même de décrire mon rapport au réel, comment je m'étais développé. Je voulais faire une sorte d'art poétique, comme on disait aussi au 19e siècle, c'est-à-dire d'expliquer pourquoi les livres que j'avais écrits ils étaient de cette façon et pas d'une autre, et que ça relevait d'une vraie nécessité artistique et aussi existentielle, et cette nécessité trouvant sa source dans, d'une certaine manière, mon rapport au réel, c'est-à-dire au sensible, et ce rapport au sensible étant déterminé notamment par la dimension sociale de ce rapport au réel, et en particulier la peur que j'ai pu avoir dès l'enfance du monde extérieur, de l'entreprise, des systèmes qui broient les vies et les individus. Et voilà, et donc j'avais envie de tirer un fil comme ça, permettant de parler de mon enfance, de mon adolescence, de littérature, de mon amour de certains écrivains comme Mallarmé ou Villèle-Isle-Adam, parler de l'importance de l'épiphanie, de l'extase, du présent, de l'instant qu'on vit dans toute sa plénitude, d'où le fait que tous mes romans, par exemple, sont toujours écrits au présent et au temps présent, et on suit toujours pas à pas mes personnages dans des situations en étant vraiment au cœur du temps présent. On est toujours au présent de ce que vivent mes personnages dans les situations dans lesquelles je les mets. Il n'y a jamais de prise de distance ou de prise de recul comme ça. On est toujours vraiment enfermé dans le temps présent à vivre les choses avec le plus d'intensité possible, voilà, à travers le corps des personnages. Et ça, je pense que c'est voilà, une chose que je ne calcule pas. Ça vient comme ça ne peut venir que comme ça, sinon je suis obligé de jeter mes pages, ça ne marche pas. Et voilà, donc c'est tout ça qu'était Cendrillon. Et c'était tellement intime, et j'allais tellement loin dans les confidences et même les confessions, que bien évidemment, en retour, ça a déclenché des réactions très fortes. Alors, de rejet, c'est-à-dire que je me suis aussi... Vous disiez tout à l'heure que c'est un livre qui avait beaucoup divisé. C'est vrai que c'est un livre qui a beaucoup divisé, parce que bien évidemment, certains m'accusaient de narcissisme. Ils disaient, mais on n'en a rien à foutre de ce que peut penser Eric Reinhardt et de la façon dont il vit et son rapport au réel. Et puis d'autres, au contraire, qui disaient, mais non, c'est exactement ça que doit faire la littérature. C'est en allant aussi loin dans l'intime de l'auteur qu'on peut toucher les lecteurs, et que ça peut produire voilà, des chocs, et même aider les lecteurs à se trouver eux-mêmes, à prendre confiance en eux, à trouver leur voie, etc. Oui, d'ailleurs la critique a été très divisée, puisque certains criaient à l'imposture, ce qui est quand même un terme très fort, et d'autres magazines littéraires parlaient du livre phare de la rentrée, et justement qu'il fallait avoir lu, donc c'était même très violent comme réception. Oui, j'avais fait la couve des Inrocks, donc c'était... Non mais, donc oui, il y en a qui poussaient vraiment le livre très... alors j'étais inconnu, donc c'était vraiment quelque chose de fort à ce moment-là de pousser le livre comme ça. Et puis en effet, d'autres critiques, mais aussi sur Internet. En fait, Internet c'est assez déchaîné contre le livre, parce qu'il était très porté par la presse littéraire et la presse parisienne, et c'est un livre très dense, très long, assez difficile à lire, et du coup plein de gens l'ont acheté guidés par les avis des critiques, et
buté contre le livre en disant mais c'est quoi ça? C'est vraiment une invention de critique parisien. Bon, on va pas perdre de temps avec ça. Ce que je veux dire, c'est que j'ai reçu des lettres bouleversantes, mais vraiment d'une grande beauté, c'est incroyable, comme j'en avais jamais reçu. C'est-à-dire que le moral des ménages, ou même après le système victorien, voilà, les lettres n'étaient pas aussi belles. Et l'une d'elles, écrite par une femme qui me demandait si on pouvait se voir, la lettre était tellement belle que j'ai accepté de la rencontrer une première fois et puis une seconde. Et la première fois, nous étions assez intimidés tous les deux, il ne s'est pas dit grand-chose. Mais la seconde fois, d'ailleurs, j'ai pas tellement envie de la revoir, une fois me paraissait suffire, mais il y avait une telle insistance, je sentais qu'il y avait une vraie urgence, une vraie nécessité pour elle. Donc je l'ai revue et elle m'a raconté sa vie. Et là, j'ai été véritablement très heurté, choqué, même meurtri par ce qu'elle me racontait et par sa douleur, puisque c'était une femme en situation de harcèlement conjugal. Mais vraiment complètement enfermée dans une vie asphyxiante à travers laquelle elle ne s'accomplissait pas du tout. Le hasard a fait que, à peu près au même moment, pendant ces quelques mois, j'ai correspondu avec plusieurs femmes dans la même situation. Deux autres en fait. Bien évidemment, comme cette chose m'intéressait et je sentais que mon écriture avait quelque chose à faire avec ça, je poussais un peu les confidences par mail et tout ça, et une autre femme est allée assez loin aussi, et c'était à peu près la même chose qui se passait dans ces différentes vies, et voilà. Mais je n'avais pas de livre, c'est-à-dire que c'était juste un désir, une intuition qu'un jour j'irais dans cette direction, et que je rendrais justice à ces femmes, et que voilà, j'essaierais d'explorer ce qu'elles pouvaient endurer, et j'ai écrit le système Victoria, parce que moi, pour écrire un livre, j'ai besoin qu'une forme s'impose. J'écris pas à partir d'idées comme ça, en suspension, ou même sur des thèmes ou des sujets. Je n'y arrive pas. Il faut vraiment qu'à un moment, le livre, dans toute sa plénitude et sa globalité, en quelque sorte, donc une forme s'impose à mon esprit. Et dans ce cas-là, le livre est là, et l'écriture vraiment peut arriver, et le livre peut s'écrire. Contrairement à certains écrivains qui ont besoin juste d'une impulsion pour que l'écriture démarre, et puis ils commencent l'écriture du livre sans trop savoir où ils vont, et justement l'intérêt pour eux et l'excitation et l'urgence littéraire, elle est dans le fait qu'ils vont apprendre ce qu'était leur livre en l'écrivant, alors que moi j'ai besoin que le livre me soit donné presque en entier avant de l'écrire, c'est-à-dire dans une forme globale. Alors après, le détail, je ne le connais pas, bien évidemment, il y a beaucoup de découvertes, et je découvre énormément de choses. Il peut y avoir même des surprises absolument inouïes, des choses qu'on ne soupçonnait pas avant de commencer l'écriture d'un livre, et qui arrivent comme ça en cours d'écriture. Mais en général, j'ai le principe, ce que j'appelle une forme, c'est le principe narratif, c'est-à-dire qui s'exprime et selon quel mode narratif. Et puis voilà, c'est-à-dire que c'est comme une sphère, je sais où je vais, je sais d'où je pars, et je sais à peu près par quels endroits je vais passer. Surtout, j'ai une intuition très forte du livre qui m'habite en fait comme une flamme, et qui serait un peu comme le noyau d'un fruit, quoi. Et qui est au cœur du livre, et qui n'est pas le premier mot, la première phrase qui se déclenche. C'est vraiment comme un noyau au cœur d'un fruit. Donc j'ai écrit le système Victoria, et à la sortie du système Victoria, à peu près à la même époque, peut-être même aujourd'hui, il y a 3 ans, parce que là je pars à Manosque, j'ai un train de 15 heures. Donc quand le système Victoria est sorti, j'ai pris un train pour aller à Manosque, aux correspondances de Manosque, et je me suis retrouvé assis à côté d'une femme qui a sursauté en me voyant apparaître, et qui m'a reconnu et qui m'a dit « Mais vous êtes Eric Reinach ?» Je dis « Oui », elle me dit « Mais ça c'est absolument incroyable comme coïncidence, parce que je vous ai vu il y a 2 jours à la Grande Librairie, et j'ai beaucoup aimé la façon dont vous parliez de Victoria et des femmes, votre sensibilité, et en vous voyant, je me suis dit que c'était vous qui deviez raconter et écrire ma vie. » Et donc elle m'a dit qu'elle avait acheté mon roman, et qu'elle s'apprêtait à le lire et à m'écrire pour me faire cette demande.
Et donc, je trouvais ça assez amusant comme situation, donc je lui ai demandé de me dire de quoi il s'agissait. Et là, elle m'a dit qu'elle voulait me raconter une histoire de harcèlement conjugal, parce qu'elle avait été dans cette situation-là, elle en était sortie, et elle cherchait un romancier pour témoigner de la douleur et de ce que pouvaient endurer certaines femmes en situation de harcèlement conjugal dans le silence et le secret de leur foyer, parce que la plupart des femmes n'osent pas en parler, n'en parlent pas et font semblant que tout va bien et proposent au public, au monde extérieur, voilà, le spectacle de la plus grande plénitude conjugale. Elles mentent à leur environnement le plus proche, à leur famille, à leurs amis, en essayant voilà, de supporter la situation de l'intérieur. Voilà. Donc elle voulait, elle en est sortie, et elle se disait que la seule façon de réagir au harcèlement conjugal, c'était de faire le choix d'en parler et puis de partir, ce qu'elle avait fait. Et elle voulait qu'un romancier raconte cette histoire pour témoigner et aider des femmes. Voilà. Et donc, c'était quand même une coïncidence absolument incroyable que je me sois trouvé assis à côté d'elle. Donc, nous avons échangé nos coordonnées et je l'ai vue 2 fois et je l'ai longuement interviewée. Et donc, le livre repose en très grande partie sur le témoignage de cette femme et sur son histoire. Et ce que je voulais dire, c'est que dans le train, quand elle a commencé à me raconter son histoire, là, dans une sorte de fulgurance, la forme de mon livre s'est imposée. C'est-à-dire que ce qu'elle me racontait s'emboîtait voilà, parfaitement avec ce que j'avais déjà recueilli auprès des différentes lectrices que j'avais rencontrées ou avec lesquelles j'avais correspondu en 2007 et 2008. Et donc le personnage de Bénédicte Ombredane, mon héroïne, a surgi, ainsi que la forme du livre, c'est-à-dire, pour ceux qui l'ont lu, exactement exactement la forme qu'a le livre aujourd'hui, tel que vous pouvez le lire, avec le premier chapitre, moi rencontrant la lectrice au Nemours, et la présentant d'une certaine façon au lecteur de L'amour et les forêts comme une femme vue de l'extérieur, comme je peux en voir beaucoup là, donc professeur de français, vivant à Metz, mariée, mère de 2 enfants, etc. Et donc racontant les échanges que nous avons eus, mais sans dévoiler le contenu de ces échanges, simplement décrivant la situation. Et dès le second chapitre, presque sans transition, comme ça, avec quelque chose d'assez net dans la cassure, plonger et basculer dans une fiction conduite par la 3e personne du singulier, donc le elle, donc Bénédicte Ombredane, c'est-à-dire que le lecteur de L'amour et les forêts voit cette même femme, ce même nom, mais dès le second chapitre, vraiment comme un personnage de roman. Et donc j'avais envie vraiment d'écrire comme un petit roman à l'intérieur de L'amour et les forêts, qui serait voilà, l'histoire de cette femme du train. Et puis après je ressurgis un peu plus tard dans un autre chapitre à cause d'un événement que je ne dirai pas là pour ne pas déflorer la fin du livre, et puis la rencontre d'une autre personne à la fin du livre qui est la sœur de mon héroïne, et puis le dernier chapitre. Mais tout est venu comme ça en 1 seconde. Et donc Bénédicte Ombredane est une reconstruction fictionnelle. C'est vraiment un personnage de fiction, mais imaginé à partir de ces différentes femmes que j'ai rencontrées. C'est-à-dire qu'aucune d'elles ne peut dire que Bénédicte Ombredane c'est elle, ou que Bénédicte Ombredane est aucune de ces femmes. Mais je me suis inspiré de toutes, en fait, pour construire ce personnage. Et surtout, je me suis complètement, moi, investi. Mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais donc, pour la première fois, j'ai trouvé que c'était une expérience à la fois très nouvelle et assez passionnante. C'est-à-dire que j'ai vraiment suivi une armature narrative qui m'a été fournie voilà, par une personne. J'ai suivi scrupuleusement ceux qui ont lu le livre du début du chapitre 2 jusqu'à son retour de Sainte-Blandine.
tout ça, c'est une histoire c'est l'histoire que la femme du train m'a véritablement racontée et que j'ai, moi, re-racontée en le vivant de l'intérieur et en me mettant dans le corps les pensées, les sensations de Bénédicte von Bodin. D'où le fait que c'est un des romans qui ne se passe pas justement à Paris. C'est parce que ces femmes sont des femmes qui vivent un peu partout. Toutes vivaient en province. Oui. Qui vivaient en province. Aucune à Metz. Donc en fait, j'ai choisi Metz. Il y avait différents critères, voilà, pour les protéger aussi et pour respecter des engagements que j'avais pris auprès d'elles. J'ai changé les villes. Et donc j'ai choisi Metz pour différentes raisons, puis c'est une ville que j'aime beaucoup. Alors justement, on vous a souvent reproché ou interrogé sur la part de l'autofiction dans votre œuvre. Quelle place vous y accordez? Comment vous reconnaissez dans ce genre? En fait, la raison pour laquelle je me suis fait apparaître dans L'amour et les forêts, comme dans d'autres romans ouais, de votre plume. Mais là, j'ai pas tellement envie de répondre à la question de l'autofiction en général, oui, comme ça, je préfère... et après, peut-être que je dévierai. Mais là, la première raison, c'était que je voulais véritablement que le lecteur sente que cette femme existait. C'est-à-dire, c'était vraiment lui donner une vraie réalité, c'est-à-dire que le fait que je sois là, dans le premier chapitre, face à elle, et que celle-ci devienne après un personnage de roman, le lecteur de L'amour et les forêts, voilà, nous associe d'une certaine manière tous les deux et ne peut pas perdre voilà, de vue le fait que cette femme dont il suit les mésaventures et cette histoire tragique, eh bien voilà, je l'ai rencontrée puisque nous avons parlé dans le premier chapitre, et donc c'était très important pour moi que ce livre propose qu'il y ait dans ce livre ce mouvement-là, voilà, de la rencontre vers la fiction. Et c'est aussi pour montrer comment peut s'opérer la création littéraire, comment peut naître le désir de fiction et l'idée d'un livre, puisqu'on voit bien dans ce premier chapitre comment le livre naît dans mon esprit, comment le désir peu à peu naît de faire de cette femme l'héroïne d'un roman. Et le lecteur imagine bien que si ces chapitres, dès le chapitre 2, sont aussi, voilà, vont aussi loin dans l'intimité de cette femme, c'est que elle m'a suffisamment, enfin, elle m'a raconté des choses suffisamment précises pour que je sois en mesure de le faire. Et il imagine aussi, sans doute, que j'ai apporté énormément de choses venant de moi, de ma vie intérieure. Donc il y a aussi ce trouble qui était très important pour moi, et cette question en suspens en permanence qui est qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'elle lui a vraiment raconté, et qu'est-ce qu'il complète lui, quelles sont les lacunes qu'il comble avec son propre imaginaire et les propres idées qu'il peut avoir, etc. Donc on ne sait jamais très bien ce qui est vrai et ce qui n'est pas. En tout cas, la question se pose davantage que si mon livre avait commencé dès le chapitre 2, parce qu'il aurait pu... J'aurais très bien pu commencer ce roman par la fiction pure. Un soir de mars 2006, qu'elle rentrait une réunion qui s'était terminée tard, Bénédicte von Bodin, etc. Mais c'était important pour moi ça donnait vraiment du relief et une vraie présence pour moi à cette femme. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est... dans l'écriture, c'est toujours ça que j'ai en tête et que je m'efforce de faire, c'est de mettre à jour la vérité des êtres et des situations que je décris, en fait. Et c'est la raison pour laquelle aussi... enfin, voilà, on ne va pas se lancer sur l'autofiction. Et c'est pour ça aussi que vous situez votre rencontre au départ au Nemours. Quelle place a ce café dans votre histoire personnelle, en fait, puisque c'est presque un personnage à part entière. L'amour et les forêts est une sorte de résurgence de Cendrillon, puisque cette lectrice m'écrit après avoir lu Cendrillon. Alors, le livre Cendrillon n'est pas cité dans le premier chapitre, il l'était dans les premières versions du manuscrit,
mais il y a quelque chose qui me gênait dans le fait de citer le livre. Je préférais que ça reste comme ça, que ce soit plus mystérieux, et surtout je ne voulais pas exclure d'emblée. Certes, j'aurais installé une forme de complicité avec mes lecteurs et ceux qui ont lu et aimé Cendrillon, mais ça aurait de fait exclu ceux qui n'auraient pas lu mes livres et me découvraient avec celui-là. Mais donc, la lettre de cette lectrice parle de Cendrillon, et cette lettre d'ailleurs problématise l'ensemble du livre, mais peut-être qu'on en parlera tout à l'heure. Mais ce qui m'amusait, je trouvais, voilà, qui me plaisait, c'était que Cendrillon racontait en partie l'histoire d'un écrivain, Eric Reinhardt, donc sous mon propre nom, marié, père de 2 enfants, tout ça, et passant beaucoup de temps à la terrasse d'un café du Palais Royal, le Nemours, pour écrire une conférence bizarre qui lui avait été commandée par voilà, une personne assez étrange et fantasque pour une conférence qu'il devait donner à Gênes. Voilà. Et conférence qui allait devenir en réalité le livre Cendrillon. Et donc j'entremêlais dans ce livre différentes lignes narratives, conduites chacun par un personnage masculin. Et le lecteur de Cendrillon découvre assez vite, ou peu à peu, qu'en fait il s'agit d'une seule et même personne, et que les 3 autres narrateurs sont en quelque sorte mes avatars, c'est-à-dire ce que j'aurais pu devenir si je n'avais pas pris un certain nombre de décisions que j'ai prises dans ma vie, ou si j'avais bifurqué, fait des choix différents. Sur la 4e de couverture, la seule phrase qui est écrite, c'est que serais-je devenu si je n'avais pas rencontré Margot à 23 ans. Dans le fond, c'est vraiment la question qui a donné sa forme à mon roman. C'est-à-dire que j'ai imaginé ce que j'aurais pu devenir si, de fait, je n'avais pas rencontré Margot à 23 ans, donc si je n'étais pas devenu écrivain. Parce que je partais du principe que c'est grâce à cette rencontre avec ma femme que je suis devenu écrivain, mais si je ne l'avais pas rencontré, j'aurais pu devenir trader, j'aurais pu devenir une espèce de paria comme ça, révolté, j'aurais pu au contraire me planquer dans une entreprise en Allemagne et vivre ma vie virtuellement par procuration et tout ça. Et donc on me voit dans Cendrillon, écrivain inconnu, un peu aigri comme ça, un peu violent et radical, en train d'écrire ce livre Cendrillon. Et là, 7 ans plus tard, je suis au même endroit, à cette même table, avec le même serveur, qui s'appelle Lionel, mais le temps a passé, et je n'écris plus Cendrillon, puisque le livre est apparu, mais je rencontre une lectrice de Cendrillon. Et comme vous le disiez tout à l'heure, il y a quelque chose qui est très important pour moi, c'est que tous mes livres sont liés les uns aux autres, ils se tiennent tous par la main d'une certaine façon. Ce que je fais, c'est que j'écris pas des livres, mon métier d'écrivain ne consiste pas à écrire un livre après l'autre, mais à construire une sorte d'ensemble et de système, comme une sorte de grande installation. De comédie humaine, peut-être? Non, je ne vis pas comme ça. En fait, écrire un livre, c'est donner du sens à sa vie. C'est comme ça que naît souvent le désir d'écriture. Je parle sous le contrôle de mon amie Isabelle Jarry, qui est là, écrivain. Donc écrire, c'est donner un sens à sa vie, c'est remplir le présent, c'est une façon de vivre. Je ne vis pas de la même façon lorsque j'écris, lorsque je n'écris pas. Je préfère vivre lorsque j'écris, et c'est vrai que ça remplit ma vie, et ça conditionne un certain rapport au réel qui devient ma vie en fait. Et du coup, chaque livre qui se rajoute au précédent, tout est lié comme dans la vie, et d'une certaine façon, c'est quelque chose qui parle de moi et de ce que je suis. Et donc, c'est l'ensemble qui donne un sens à mon passage sur cette terre. Alors,
sens pour moi. Et donc c'est très, pour moi il y a quelque chose de très important dans le fait que chacun de mes livres se répond et forme un ensemble, et pas juste, c'est pas juste des produits culturels proposés au public les uns après les autres, c'est vraiment une construction que j'élabore en même temps que se déroule ma vie. Et donc j'adore que des choses se répondent de livre en livre, qu'on retrouve les mêmes personnages ou les mêmes patronymes, même si ce ne sont pas exactement les mêmes personnages, et qu'il y ait voilà, des échos comme ça, des lueurs qui se répondent, et chaque livre s'enrichissant du précédent, etc. Enfin, ils se complètent, et même a posteriori, il peut y avoir des enrichissements apportés à un livre précédent par... Ça éclaire différemment. Parfois, certains personnages qu'on aperçoit, comme le personnage de Victoria qui apparaît dans Cendrillon également. Alors, il y a une chose qui nous a frappé, pour nous qui, à la médiathèque, avons été nombreuses à le lire. Pourquoi ce nom de Bénédicte Ombredane? Et pourquoi est-ce qu'il revient comme un leitmotiv très fréquemment En fait, c'est un nom auquel je suis très attaché pour différentes raisons. La première, c'est que dans Cendrillon, il devait y avoir à l'origine une ligne narrative féminine. Et ceux qui ont lu Cendrillon savent que j'introduis chacun des avatars par le moment de leur fuite, à l'heure de minuit, comme Cendrillon. Donc ils fuient tous et on les introduit par le moment où ils fuient, comme Cendrillon qui fuit le bal. Et donc j'avais écrit le premier texte, donc le moment de la fuite de mon avatar féminine, et qui s'appelait Bénédicte Ombredane. Et pour différentes raisons, j'ai abandonné l'idée de mettre en scène et de pousser jusqu'au bout cette ligne narrative féminine. Donc il m'est resté ce texte, ainsi que ce patronyme, Bénédicte Ombredane. Et en fait, j'avais trouvé ce nom, Bénédicte Ombredane, exactement de la même manière que j'ai trouvé les autres, Laurent Dalle, Patrick Neftel, Thierry Troquel. C'est avec un dictionnaire de prénoms que j'ai, enfin un livre de prénoms, et publié par Albin Michel, et puis un annuaire téléphonique. Et puis voilà, je cherche comme ça, un peu au hasard, je me promène, et donc je me souviens très bien le jour où je suis tombé dans ce dictionnaire, ce livre de prénoms, sur le prénom Ombredane, car c'est un prénom. Je trouvais ça très beau, donc je l'ai noté. Et après j'ai cherché dans ce même livre un prénom. Voilà, ça s'est fait comme ça, d'une manière totalement instinctive. J'aimais la musique. Bon. Et donc quand j'ai commencé à écrire ce livre, à y penser, c'était absolument évident pour moi que je reprendrais ce nom. Et en particulier parce que d'une certaine façon, cette femme dans ce livre est mon ultime avatar. Alors c'est pas le même dispositif narratif, donc c'est pas mon avatar à proprement parler, contrairement aux trois autres dans Cendrillon, qui étaient vraiment donnés explicitement comme mes avatars. Mais là, je me suis vraiment... c'est-à-dire j'ai écrit l'histoire de Bénédicte Ombredane exactement de la même manière que j'avais écrit celle de Laurent Dalle, Patrick Neftel, Thierry Troquel dans Cendrillon, c'est-à-dire comme si ces histoires m'étaient arrivées, comme si cette histoire m'était arrivée à moi. Et je n'ai pas essayé c'est-à-dire la femme du train ou les deux autres, j'ai pas essayé de comprendre leur psychologie, de savoir comment elles étaient à l'intérieur de leur tête et tout ça. J'ai juste récolté cette espèce d'armature narrative, cet enchaînement de causes et d'effets. Et puis moi, j'ai nourri le personnage de Bénédicte Ombredane avec ce que je suis. C'est-à-dire, c'est moi, sans vouloir... vous voyez ce que je veux dire. Et donc, à aucun moment, je me suis dit, mais comment réagirait une femme dans ces circonstances? Quand le mari lui dit ça, quand il fait ça, comment une femme ferait? Moi, je ferais ça. Mais non, j'ai écrit très naturellement, vraiment comme si cette histoire m'était arrivée et il y a quelques années, et que j'avais décidé de l'écrire. Et que je m'en souvenais, puisque, en fait, j'ai pas réécouté les bandes de La femme du train. Une fois, 2 mois avant de commencer l'écriture. Donc cette conversation que j'avais eue avec elle a déposé, s'est déposée dans mon souvenir, et je me suis, j'ai simplement fait appel à ma mémoire pour
réécrire cette histoire, mais avec vraiment tout ce que je suis moi. Donc il y a énormément de moi dans le personnage de Bénédicte Ombredane, et je me sentais tout à fait autorisé à le faire par rapport à l'économie narrative du livre et à sa cohérence et tout ça, parce que ça peut paraître aussi absurde de nourrir le personnage d'une femme prof de français de ce qu'on est profondément. Mais dans la mesure où elle est présentée au lecteur de L'amour et les forêts dès le premier chapitre comme une femme follement amoureuse de mon roman Cendrillon, et me déclarant qu'elle s'était reconnue dans le livre et que c'était fou à quel point on était proches, avec la même sensibilité, le même rapport au réel, je me suis dit, ben voilà, en fait, elle est exactement comme moi, donc je vais raconter son histoire, comme si c'était moi, Bénédicte Ombredane. Voilà. C'était quoi la question? C'était aussi pourquoi toujours donc le prénom oui, voilà. et le nom, Qui revient. voilà, qui revient constamment. Et donc, parce que ça c'était vraiment hyper important pour moi, parce que je voulais qu'à travers cette histoire, rendre son intégrité d'être humain et sa dignité et sa grandeur et sa beauté à cette femme. C'était vraiment le projet. Et donc pour moi c'était absolument inenvisageable de l'appeler Bénédicte, comme ça, avec une forme de familiarité. Donc pour moi il y a une forme de grandeur comme ça, elle acquiert une sorte de grandeur et de dignité d'être appelée par son prénom et son nom tout au long du livre, puisque précisément c'est ce que lui retire son mari. Son mari ne lui accorde pas. Et c'est même, il est loin de le lui accorder, puisqu'il passe son temps à la démembrer, à l'émietter. Elle n'est jamais complète dans sa vie de tous les jours. Il lui manque toujours un morceau, on la coupe en deux, ou plus encore. Et donc, voilà, mon livre rend à cette femme toute son intégrité, je la respecte, et c'est un livre qui respecte très profondément son héroïne, alors que c'est précisément ce dont elle souffre dans sa vie quotidienne, c'est de n'être pas respectée par l'homme avec lequel elle vit, ni considérée, ni entendue, ni écoutée. Et à l'inverse, c'est précisément ce que fait mon livre. Et j'ai reçu une très belle lettre d'un lecteur sur Facebook. Un homme? Ouais, d'un homme. Mais je reçois beaucoup de lettres ici. Qui se reconnaissait en Bénédicte ou... Non, qui m'a dit que bon, il avait beaucoup aimé le livre, etc. Et qu'il avait énormément aimé le fait que je l'appelle Bénédicte Ombredane tout le long du livre, et qu'il attendait avec un peu de crainte le moment où je le ferais pas, où je l'oublierais. Et il en était déçu d'avance, et en fait il priait pour que ça n'arrive pas. Mais je comprends très bien ça, et ça aurait été je pense qu'il aurait peut-être pas, il aurait peut-être refermé le livre en disant je n'aime pas en fait, si j'avais oublié un moment. Donc jusqu'au bout, et donc il m'a remercié de ça, je trouve ça très beau, et il m'a dit que c'était comme un manteau de dignité jeté sur les épaules de cette femme, et j'ai trouvé ça très très beau. Donc il avait vraiment compris ce que j'avais voulu faire en la fin aussi. Alors justement, par rapport à ce portrait de femme, qui est quand même le portrait d'une femme meurtrie, à nouveau finalement une nouvelle caractéristique peut-être de notre société moderne, où le harcèlement peut exister sous toutes ses formes et même dans la forme la plus intime. On a parlé, pour certains critiques, d'une Emma Bovary moderne. Vous préférez le personnage de Jenny Grandet? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ça? Oui, en fait j'ai été très surpris de voir arriver la référence de Madame Bovary comme ça à tout bout de champ, parce que franchement je n'y ai pas pensé. Et la première interview que j'ai faite à la radio, la journaliste m'a dit mais non mais c'est pas possible. Je dis mais si, je vous promets. Oui, ça m'a peut-être traversé l'esprit, mais en fait écrire passer plus de 2 ans à écrire un roman, c'est être constamment, à chaque minute de sa vie, dans la nuance et la précision, et tous les détails comptent. On est vraiment comme avec un microscope, et si on est au microscope sur cette histoire, mais c'est 2 planètes entièrement différentes. Madame Bovary, mon roman, c'est des années-lumière de distance. Alors c'est vrai que quand on voit les choses d'un peu loin, la province, un adultère,
ça, une mort, on se dit, bon, Madame Bovary, mais voilà, mais alors tout se ressemble, si on va voir les choses là, vous avez tous à peu près la même tête, si je m'éloigne de 200 mètres. Donc, je trouve ça très... c'est très approximatif, quoi. C'est pas parce qu'il y a... Très réducteur, en fait. Oui. C'est comme si, chez certains journalistes parisiens, il suffisait de situer un roman en province pour que déjà ce soit Madame Bovary. Alors, déjà, bon... Non, mais il y a un peu ça, je trouve. Et pour moi, le plus important, politiquement presque, j'allais dire, c'est que c'est une façon trop commode d'évacuer le vrai sujet. Enfin, le vrai sujet. Ce n'est pas le seul sujet du livre. Je refuse cette idée que j'ai écrit un roman sur le harcèlement conjugal. Il est question de harcèlement conjugal, mais c'est aussi le portrait d'une femme. C'est un livre sur la littérature, sur la lecture, sur l'imaginaire, sur les rêves, les idéaux, ses espoirs déçus, sur les décisions qu'on prend dans sa vie. Enfin, c'est... Voilà. Mais... Une des lignes, bien évidemment, c'est le harcèlement conjugal, et c'est un vrai problème qui est réel, que rencontrent beaucoup de femmes, si j'en juge par voilà, le nombre d'échanges que j'ai pu avoir avec des femmes voilà, confrontées à ce problème. Et c'est une façon un peu commode de l'évacuer, de projeter sur Bénédicte Ombre d'Âne, femme réellement harcelée, le personnage de Madame Bovary, qui, comme ça, rêve sa vie et avec des espoirs un peu irréalistes et déraisonnables que lui aurait inspiré la lecture des romans. Oui, ce côté, non, et dans l'ennui, comme ça, et elle s'ennuie pas du tout, c'est une femme qui travaille, elle est dans le réel. La littérature a beaucoup d'importance pour elle, mais elle ne va pas rêver sa vie d'une manière complètement... idiote à partir des romans d'amour qu'elle lit. C'est pas le sujet. Elle est vraiment confrontée à un mari qui l'humilie, qui la rabaisse, qui lui dénie le droit d'exister, qui lui, voilà, avec sa vie intérieure, ses désirs, ses préférences, ses choix, etc. Et donc, non, moi j'avais... Avant de commencer ce livre, j'avais comment dire, c'est moins par rapport à l'histoire. J'avais Eugénie Grandet en tête. Je voulais, voilà. Mais parce quand on commence un livre, on peut avoir comme ça des fantasmes lointains comme ça, et donc je pensais à Eugénie Grandet, donc un personnage féminin comme ça, au cœur d'un livre que je voulais assez bref, très tendu comme ça. Et très sensible. Et puis il se trouve qu'à peu près au moment où je commençais à travailler au livre, à y réfléchir, j'ai vu une exposition de Louise Bourgeois à la maison de Balzac. Et donc c'était une exposition de broderie que Louise Bourgeois avait faite, inspirée par le personnage d'Eugénie Grandet. Et moi qui m'apprêtais à écrire ce roman en me disant, voilà, Eugénie Grandet, c'est bien, un personnage féminin comme ça. Donc... dans une situation compliquée de son père, et donc voilà, j'ai vu cette exposition, et c'est plutôt ça que j'avais en tête, c'est-à-dire l'extrême sensibilité de Louise Bourgeois. Je voulais raconter l'histoire parce que Balzac il est assez à l'extérieur quand il la raconte, donc ça aurait été Eugénie Grandet, mais avec la manière de Louise Bourgeois, c'est-à-dire très sensible, très viscérale, de l'intérieur, et en questionnant toujours, comme elle le fait, le rapport de la femme à la réalité, à l'imaginaire, au père, au mari, aux enfants, et tout ça vraiment de l'intérieur, de manière très sensible. Louise Bourgeois, j'adore, c'est vraiment une femme qui me touche infiniment, et qui, moi, me met dans des états... elle arrive à toucher des choses comme ça, presque... indicible par sa façon de faire. Elle crée des troubles, des malaises, des interrogations, mais diffuses comme ça, qui se... c'est l'inverse de la rationalité. Et voilà, j'avais envie de ça, j'avais envie d'un livre comme ça qui soit... J'avais envie d'aller le plus loin possible dans la vie intérieure et dans les paysages mentaux de mon héroïne, Bénédicte Ombre d'Âne, et de faire vivre à vous, les lecteurs, son histoire de l'intérieur. On va peut-être passer à la séance. Merci.
Voilà, on vous propose une petite séance de dédicace.